Oui. Oui, alors voilà, j'avais prévu en fait toute une série donc de diapos à ce propos. Effectivement, alors la question est très intéressante. Du coup, oui, oui. Voilà. Alors voilà, c'est l'Acropole, comme c'est donc pas n'importe quel lieu, hein, c'est donc une colline en fait qui dans l'espace géographique athénien est particulière parce que non seulement donc c'est un point élevé, mais elle avait des sources. Donc elle a été habitée très très tôt. Elle a été habitée dès le néolithique, donc moins 5000 ans donc, avant Jésus-Christ, donc bien avant donc, cette histoire athénienne. Ensuite, en fait, vous avez toute une préhistoire de la Grèce, mais préhistoire entre guillemets, parce que donc déjà le néolithique, on peut dire, bon, l'agriculture et l'élevage, c'est plus vraiment la préhistoire, mais on n'a pas d'écriture, donc on n'a pas, en dehors pour les archéologues, quelques traces d'habitation, ou disons surtout l'hypothèse que ça devait être habité, étant donné que c'était protégé et qu'il y avait des sources. Mais indépendamment de ça, après vous avez vraiment concrètement donc sans doute une habitation mycénienne, donc là qui serait la préhistoire. Mais là, je vous dis entre guillemets parce que vous avez donc une écriture, mais qui c'est celle des Mycéniens, mais qui a été déchiffrée donc tardivement. Donc, tant qu'on ne la déchiffrait pas, on pensait que les Grecs naissaient, alors d'une certaine manière, oui, d'un coup, hein, donc bien plus tôt. Et là, en fait, donc on considère que l'Acropole, en fait, était, il y avait un palais, mais un palais justement qui était distribué d'une toute autre manière qu'il arrive là avec le Parthénon, parce que le palais là était à la fois un centre religieux et politique, où justement religion et politique étaient complètement unis, c'est-à-dire que c'est pour nous qu'on peut distinguer les fonctions. Alors que lorsque justement ce palais, alors qui a été, donc ça on est à 1000, on n'est plus à 5000, on est à 1000 ans à peu près, donc avant Jésus-Christ, il y a eu une sorte de temps obscur où justement la civilisation mycénienne de palais comme ça qui était construit, alors qui étaient comme des petits îlots, si vous voulez, retranchés, donc qui dominaient donc alors autour de ce palais, donc, qui était un centre religieux et de pouvoir, vous aviez une communauté villageoise qui venait à ce moment-là se réfugier s'ils étaient attaqués. Mais donc, c'était une civilisation qui a duré un certain temps, mais qui a disparu. Et donc, après cette disparition, on aurait un premier donc Parthénon qui aurait donc là un sens alors religieux, mais plus directement politique, puisque là on considère que ce qui serait d'ordre politique serait plus au niveau donc de l'agora. Et donc dans un troisième temps, qui serait donc celui qui précède Périclès, vous avez de nouveau donc une reconstruction alors de quelque chose qui serait à la fois politique et religieux, parce que vous avez en fait le tyran Pisistrate et ses fils en fait qui vont donc habiter donc l'Acropole. Alors dans une sorte, alors là, non plus de palais, mais de résidence quand même fortifiée, où on a de nouveau donc cette alliance religion donc et politique. Et c'est Pisistrate qui va donc instaurer donc le rituel du théâtre et qui instaura aussi le rituel des Panathénées. Mais alors là, le temple qui pouvait servir, donc, qui serait un pré-Parthénon, en fait, il sera brûlé par les Perses. Et à ce moment-là, le serment sera fait que tant que la guerre avec les Perses continuera, on ne reconstruira rien. Et c'est en ça qu'effectivement, le Parthénon serait une reconstruction, c'est une décision de Périclès qui va faire adopter, puisque donc il instaure aussi la démocratie, hein, mais il devra effectivement donc faire adopter une décision contre l'idée que à partir du moment où le Parthénon avait été détruit, alors il a été détruit aussi
parce qu'il y a Marathon, donc à la victoire, mais il y a Salamine. Salamine finira par être une victoire, mais au moment où les jeunes seront là sur le front maritime de Salamine, en fait, sur cette île, comment dire, les Grecs s'y trouvent en majorité et délaissent donc l'acropole qui sera prise et donc qui sera dévastée. Et ils considèrent que c'est une souillure et qu'il ne faut pas reconstruire. Donc c'est aussi bizarre que Périclès reconstruise, parce que c'est l'idée qu'il fait fi de cette souillure d'une certaine manière. Voilà. C'est une transgression, voilà. On ne reconstruit pas ce qui a été souillé et ce dont on a fait le serment, effectivement, de laisser. On pourrait faire un parallèle avec les tours, où on a l'idée que un bâtiment, une architecture, c'est d'abord du symbolique. C'est d'abord quelque chose qui ne donne pas un toit donc à un tel ou un tel, mais qui nous permet de revendiquer une terre, une identité. Et qu'à partir du moment où cette terre ou cette identité a été remise en question, qu'on ne reconstruit pas comme si c'était rien, quoi. Comme si l'histoire pouvait passer. Voilà. C'est comme si on pouvait oublier d'une certaine manière. Et comme si on pouvait avoir le pouvoir de reconstruire à neuf ou autrement. Et en plus, voilà, d'une manière pas discrète, quoi. Et ce qui serait en plus risqué, ce qui serait presque même aussi de la provocation. Alors c'est tout ce qui peut être fascinant par rapport effectivement à cette histoire, c'est que c'est vraiment étonnant le risque qui est pris à un moment où la guerre vient juste de s'arrêter avec les Perses d'une certaine manière, mais c'est qu'une trêve, quoi. C'est très instable et que en fait tout repose sur une union de la Grèce entre guillemets qui est elle-même très instable, puisque ils sont toujours au bord de la guerre civile. Et que Périclès risque lui-même d'être renversé. L'anecdote avec son rival qui construit l'autre, qui fait au départ construire l'autre statue, et qui lui reste fidèle à son héritage aristocratique, c'est que le père de l'un a ostracisé le père de l'autre. Et que Périclès le rendra en l'ostracisant à son tour. Donc l'instabilité, elle est constante. Donc on se demande, le risque est énorme, quoi. Énorme par rapport aux Perses qui menacent, énorme par rapport aux autres cités qui peuvent se dire mais c'est quoi ces Athéniens, pour qui se prennent-ils, dans le sens où c'est l'idée quand même qu'effectivement on fait cela pour fédérer d'autres individus, mais au-delà, voilà, c'est vraiment, disons, l'ambiguïté de la modernité qui est dans cette revendication d'une liberté individuelle. Il y a un universalisme qui paraît démesurément ambitieux, quoi, et risqué. Parce que qui trop embrasse, mal étreint, et c'est-à-dire que Périclès est sur la brèche de manière constante, quoi. Et donc, alors le bâtiment donc ne sera jamais complètement construit. Et puis donc au final, il y a de nouveau une guerre, et là une guerre qui est effectivement, c'était la ligue de Délos qui explose, et les Athéniens n'ont plus ce tribut qui leur permettait des choses comme cela, quoi. Voilà. Sinon, pour la statue, il reste des plans, des choses. Alors comme oui, alors il y a une description en fait de Pausanias qui l'aurait vu. Et qui fait une description donc écrite et qui serait relativement fidèle, où effectivement qui permet donc ces reconstructions 3D, parce qu'on essaye de coller au mieux ça, et puis donc il y a des... Par rapport à cet effet de difformité dont vous parliez... Ah oui. Est-ce qu'on sait on va la refaire pour que... Oui. Alors c'est une anecdote, comme il y a une deuxième en fait anecdote qui court et qui est liée à cette naissance de l'art comme devant provoquer un effet sur le spectateur. Mais c'est, vous voyez, des anecdotes littéraires,
et on n'a pas d'originaux de ces œuvres dont on parle. C'est-à-dire, vous avez l'anecdote dont j'ai parlé là pour Phidias, vous l'avez pour Xeuxis, qui est d'ailleurs presque un contemporain de Phidias, et dont on dit aussi qu'il était le plus grand peintre, comme Phidias aurait été un des plus grands sculpteurs, mais on n'a aucune de ses peintures. Mais par contre, on a des anecdotes littéraires, et pour Xeuxis, c'est aussi donc cette idée que Xeuxis arrivait tellement avait une telle maîtrise de l'effet de réalisme qu'il pouvait produire que lorsqu'il peignait des raisins, les oiseaux se trompent eux-mêmes, mais que dans le cadre d'un concours, puis il y a cette idée de rivalité, comme dans la démocratie, une rivalité entre les peintres, mais que dans le cadre d'un concours, il est face à une toile où il dit, bon, alors, montre-moi ce que tu as fait de mieux, allez, enlève ce rideau, et que ce rideau donc, est lui-même donc un trompe-l'œil, et que Xeuxis se trompe lui-même. Alors on a un tableau de cela, mais comme ici on a une reconstitution, hein, ce sont que des interprétations, hein, des variations par rapport à ce qui est que littéraire, au sens où justement, c'est pareil, le texte devient aussi, à ce moment-là, se fait œuvre lui-même, mais par rapport à un original toujours perdu. Alors on va dire que c'est matériellement que ces disparitions s'expliquent, mais c'est aussi intéressant que ce qui justement vient contester finalement le fait qu'on fasse que reprendre une origine avec une continuité, mais qu'on invente toujours, et puisse pas faire effectivement acte ou preuve de commencement absolu, parce que c'est perdu, quoi. Voilà, donc si vous voulez, anecdotiquement ça peut être parlant, mais c'est vrai que alors comment on peut, comment dire, indépendamment de ces textes, se rendre compte qu'effectivement il devait avoir des déformations un peu incroyables, c'est qu'on refait aussi à son tour, parce que donc là quand ils ont refait le Parthénon, indépendamment donc des déformations de la statue, c'est que c'est le bâtiment lui-même est en trompe-l'œil en fait, parce que déjà il y a le terrain donc qui est pas un plateau absolument donc parfaitement plat, quoi, donc qu'il a fallu aplanir, et que malgré tout il faut donc bâtir à coup de terrassement, hein, justement. Donc il y avait eu des terrassements justement parce que donc avant donc le Parthénon, mais à partir de cela donc on modifie plus le sol, et donc il faut s'adapter à un sol donc qui est pas absolument droit, et donner une impression comme là le peintre le fait, mais là plus facilement, donc d'une absolue rigueur, donc de quelque chose qui est mathématique finalement, hein, qui est abstrait, qui est idéal, hein, alors que effectivement dans la réalité rien n'était idéal. Et donc alors c'est là l'art, pour donner l'idéal n'est qu'un effet, une illusion, alors que concrètement aucune des pierres n'est régulière. Et alors il n'y a pas de plan en fait, et alors là je le tiens enfin pas indirectement quoi, mais de ce que j'ai pu lire à ce propos, c'est en le reconstruisant qu'ils se sont aperçus que les plans n'étaient pas utiles, et qu'il fallait en fait y aller, hein, comme on dirait au feeling, quoi. C'est-à-dire chaque pierre doit être resculptée, et aucune n'est substituable à une autre. La reconstruction 3D est plus facile que sur le terrain, où il faut, d'où le temps, quoi. On doit refaire comme eux. Et alors là on peut se demander, donc finalement l'artisan il est à ce moment-là plus... Et c'est drôle qu'on oublie son nom, parce que c'est finalement lui qui veut vraiment la main à la pâte, quoi. Remettre la statue dedans, alors ça je ne sais pas. Ils l'ont déjà fait, je vous dis, les Américains n'ont pas attendu. Et là je ne sais pas. Je sais pas. Je crois que vu l'état des finances en Grèce, ils attendent que... Voilà. J'ai été contacté pour tout vous dire, si les conférences marchent, il y aura une petite contribution, et comme ça on pourra signer, on pourra dire qu'on y a participé. Oui. Oui.
oui, oui. Athéna, ce n'est pas considérée comme une déesse de cette ville, Oui, oui, protectrice des ménages et des oui, fonds, oui, 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 la sagesse également. oui, Ce n'est pas une déesse qui a été créée par Athéna, parce que c'était une déesse qui a été déjà existé en Asie mineure, Anatolie. oui, oui, c'est ça, oui. Ouais. La chouette, c'est repris. Oui, 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 c'est ça. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ça. La question que je me demande, justement, Oui, 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 question Renaissance, oui, prise modèle, oui, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose déjà, oui, une image oui. Alors, oui, si c'est ça, c'est-à-dire que le problème donc de cette identité grecque que nous revendiquons, nous, voilà, nous on la revendique, cette identité grecque, alors qui est déjà non pas grecque au sens général, mais déjà athénienne, et pas athénienne au sens général, puisque, comme monsieur me permettait de le souligner, il y a toute une préhistoire des Athéniens. Donc, par rapport à cette idée qu'il y aurait une identité, comment dire, qu'on pourrait revendiquer en tant qu'elle différerait complètement, qu'elle serait complètement inédite, on peut effectivement voir que les mythes finalement communiquent les uns avec les autres et que cette déesse guerrière, elle ressemble à des déesses effectivement perses ou effectivement entre guillemets orientales, où justement cette distinction entre Orient et Occident qu'après on a construit en comment dire en considérant qu'il y avait une originalité absolue comment dire, de ces figures, hein, que cet art justement transmet d'une certaine manière, donc coupe de toutes ces influences. On peut effectivement, l'historien d'art ou l'archéologue peut effectivement voir qu'il y a plus une continuité et que donc oui, il y a sans doute l'artiste qui rejoue, c'est comment dire, la liberté qu'il prend, non seulement donc, par rapport à sa propre tradition, mais justement par rapport aussi au fait que cette tradition, elle n'est pas pure. Hein, elle est qui beaucoup peut-être c'est considérer Apollon était autant asiatique, ouais, ouais, que européen. oui, 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 C'est-à-dire cette ouais, tradition, cette ouais, culture entre ouais, ouais. l'Europe et Oui. On peut dire qu'elle n'est pas... voilà, elle n'existe pas, elle est rétrospective, disons. Elle est rétrospective, mais c'est vrai que... voilà. Ouais, oui, oui, oui. Elle est rétrospective, elle est bien toujours donc une reconstitution, effectivement, bon, qui oublie, effectivement. Hein, ouais, ouais, ouais. Oui, je vous remercie. Je voulais préciser que du temps de l'Antiquité, les différentes civilisations ne se reconnaissaient pas comme héritières les unes des autres. Ah oui. Que nous-mêmes, nous savons que nous sommes les héritiers. Oui, oui, oui. À cette époque-là, on considérait toujours qu'on était les premiers Oui, oui, oui. et non pas héritiers de l'une et l'autre civilisation. Et oui, oui. Et je voulais aussi dire quelque chose à propos de la statue. C'est tout à fait normal que la statue, lorsqu'elle était allongée, ait paru difforme, car les Grecs possédaient déjà l'art d'aller contre les illusions d'optique. Et si on mesure aussi les colonnes du Parthénon, on sait qu'au tiers, vous avez l'interstice, donc la partie est un petit peu enflée, précisément pour empêcher cette illusion de colonnes qui s'aminciraient, et elles sont légèrement Incurvé, hein. centrées, si on peut dire, pour corriger aussi cette illusion d'optique, deux colonnes qui s'écartent. Donc, que la statue est parue légèrement difforme, allongée, elle n'était pas faite pour être allongée, Oui. pour être dirigée. Et ça s'explique aussi très bien, quoi, parce que ça, c'est quelque chose qu'il maîtrisait parfaitement déjà. Oui, oui, oui. Et mathématiquement, c'est sûr. Hein, alors, ce qui est dans ce sens-là donc étonnant, c'est que cette maîtrise mathématique pour Platon qui
comment dire, revendique aussi donc, la priorité donc, de la mathématique, elle est pour Platon mal utilisée à partir du moment où elle est au service de la relativité au final des points de vue. Vous voyez, c'est là où il y aurait un renversement. C'est-à-dire que effectivement, pour tromper, il faut être un fin mathématicien, mais le problème, c'est que c'est le but qui est poursuivi. Platon fera une distinction entre ce qui est vrai de manière absolue et ce qui l'est que dans les faits, quoi. Mais c'est vrai que comment dire, c'est bien de rappeler que c'est pas par effectivement un défaut de connaissance, et c'est ça le paradoxe, hein. C'est pas par un défaut, mais c'est par une maîtrise finalement presque supérieure finalement de ces connaissances qu'on peut se permettre justement de finir par, alors qu'on part de quelque chose qui est de l'ordre de l'invariable, de se permettre des variations, quoi. Et c'est ça qui fera toute comment dire, l'ambiguïté de la peinture perspective qui à la fois donc est mathématique. Alors ça serait pour l'année prochaine, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au moment de la Renaissance, vous avez effectivement des peintres qui vont revendiquer la perspective, comme Raphaël, puisque là, je voulais faire quelque chose sur l'école d'Athènes. Justement, hein, Raphaël revisitant justement la philosophie, hein, et mettant justement la mathématique au service de l'illusion. Eh bien, il rend hommage en cela à Platon, puisqu'il d'ailleurs il le représente, mais en même temps, c'est complètement contre l'esprit même de Platon, qui considère qu'on ne doit pas utiliser les mathématiques pour se représenter en tant qu'individu ou pour produire un effet sur le spectateur. C'est ça qui est étonnant. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est au cœur même de l'art, parce que pour Platon, le risque, c'est qu'il n'y ait plus de limite à cette utilisation. Si vous voulez, ça serait pour lui comme utiliser, oui, c'est des outils mathématiques aussi, l'ordinateur, les images 3 dimensions, qui nous permettent justement de développer ces illusions. Mais pour lui, c'est le risque qu'il n'y ait plus aucune mesure dans le sens qu'on donne à ces productions d'images de plus en plus réalistes, quoi. Oui, parce que dans l'art, il n'y a pas de rigueur. Normalement, l'artiste crée selon ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Ouais. Disons que oui. Alors c'est pour ça. Alors oui. Alors disons que voilà, c'est-à-dire que dans ce sens-là, Picasso serait plus fidèle à l'idée d'une vérité justement qui dépasse l'artiste lui-même, l'individu lui-même, que plutôt que l'artiste 3D, quoi, qui va utiliser les outils de la mathématique pour juste provoquer un effet immédiat sur la personne à qui il veut vendre un jeu vidéo ou qui veut, comment dire, sur laquelle il veut provoquer un effet direct. C'est-à-dire qu'il devrait se plier effectivement à quelque chose qui lui vient de plus loin. Et voilà. Mais alors, voilà, l'ambiguïté, c'est comment ces fameuses tripes pour Platon, ça ne serait pas de l'ordre de simplement d'un plaisir qui va varier, qui comment dire, qui sera d'une certaine manière aléatoire, mais quelque chose qui sera vraiment très, très profond, quoi, qui sera de l'ordre du dépassement, quoi. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est...
Voilà, Platon, là, il n'y a pas de texte sur la statue directement. Il y a un dialogue sur le beau où il parle la question justement de qu'est-ce qui fait la beauté d'une œuvre, avec l'idée effectivement que la beauté